Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue au direct live de la Cavis Party. Comme vous allez le remarquer très vite, cette diffusion en streaming est une totale première pour nous. J'imagine que les plus âgés d'entre vous se connectent aussi sur Twitch pour la première fois de leur vie. Bienvenue donc dans le monde merveilleux des gens qui regardent d'autres gens jouer à des jeux vidéo. Ça paraît tellement absurde quand on n'a pas l'habitude que un boomer du nom de Antoine Decaune avait déclaré en 2014 sur Canal+, je cite, il faut vraiment avoir rien à foutre de sa vie. Ce qui évidemment lui a valu une avalanche d'insultes sur les réseaux sociaux. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Twitch c'est aujourd'hui une filiale d'Amazon avec plus de 2 millions de chaînes, un public de 15 millions de spectateurs journaliers. Et en France, c'est un mode de transmission vidéo qui est bien devant YouTube pour les jeunes. Bon, alors je vais vous expliquer le dispositif, le mode d'emploi. Si vous me voyez déjà, c'est que vous avez réussi à vous connecter. Ça, c'est un bon point. Vous n'avez a priori rien à faire. Installez-vous dans votre canapé et mettez les pieds sur la table basse. Maintenant, les plus actifs peuvent aussi décider de s'inscrire sur Twitch. C'est gratuit. Cette inscription donne droit à participer au chat sur la partie droite de votre écran. Y a un truc qui est très important que vous compreniez pour au moins compatir à nos déboires, c'est qu'il existe un décalage entre notre diffusion et votre réception. Parfois jusqu'à 60 secondes. Autrement dit, il n'est pas possible d'interagir en temps réel, et si j'ai un problème de son ou d'image, eh ben, il faut à peu près 60 secondes pour s'en apercevoir. Voilà, donc compatissez avec nous. L'Internet et les aléas du direct étant ce qu'ils sont, il n'est pas impossible que soudainement ça crache. Si ça arrive, eh ben, il faut en général plusieurs minutes pour que le débit se remette en place. Pour ceux qui seraient frustrés de manquer des fragments, eh bien, on a décidé d'enregistrer simultanément l'événement. C'est-à-dire que si jamais ça arrive, eh bien, on pourra mettre la vidéo en replay dans les prochains jours. Pour ceux qui ont été avertis par mail, vous le savez sans doute, toutes les contributions sont sur le site Toulouse DataVise, que voilà. Et si vous naviguez, eh bien, vous pourrez voir ici à la queue leu, par ordre d'arrivée globalement, l'ensemble des contributions qui ont été examinées. Donc je vous invite à aller sur le site Toulouse DataVise et à la rubrique Les contributions. Comme ça, vous pourrez voir avec le maximum de détails sur votre ordinateur ce que vous voulez voir. Et nous allons, parce qu'on est des gens qui n'ont pas peur des risques, nous allons contacter en direct les gagnants durant cet événement. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit coucou aux membres de Toulouse DataVise. Que je vais amener à l'écran. Ils ne peuvent pas vous parler, mais ils peuvent vous faire un petit coucou. Mais assez bavardé, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans l'événement de la Cavis Party dès maintenant.
Eh bien, bonsoir à tous. Notre association Toulouse DataVis, c'est une histoire qui a commencé il y a bientôt 5 ans, lorsque 3 passionnés d'analyse et de visualisation de données se sont rencontrés et ont très vite souhaité partager leur passion avec le plus grand nombre. Christophe, Alain et moi avons alors décidé de créer un groupe Meetup de data visualisation pour créer une petite communauté autour de ce thème. Rapidement, des passionnés ou simplement des curieux se sont inscrits et nous avons, à ce jour, environ 1500 membres Meetup, ce qui fait de notre groupe un des plus gros dans l'écosystème toulousain. Edith a rejoint l'association l'an dernier et cette année, c'est Aurore qui est venue renforcer notre équipe. Que faisons-nous? Nous organisons des rencontres régulières en essayant d'aborder tous les sujets en connexion avec la DataVis, le langage graphique, les outils et les applications de la DataVis. Nous avons des intervenants de haut niveau, des chercheurs, des ingénieurs, des journalistes, des acteurs industriels et aussi bien sûr des développeurs. Nous avons réalisé 37 rencontres avec 25 intervenants différents. Il y a entre 25 et 100 personnes à chacune de nos rencontres. Et grâce à nos sponsors, nous les terminons avec un moment de convivialité autour de quelques pizzas. Nous filmons maintenant systématiquement ces rencontres pour les diffuser encore plus largement grâce à notre site internet. Il y a 3 ans environ, nous avons voulu ajouter une nouvelle activité en concevant le concours Akaviz pour permettre à notre communauté de s'exprimer en créant des graphiques à partir d'un jeu de données préparé par nos soins. Nous avons fait le choix de privilégier des open data locales qui nous permettent de découvrir notre environnement proche. Et ce soir, nous concluons notre 3e Akaviz. Ce concours rencontre du succès et son principe a d'ailleurs été repris par une métropole pour valoriser ses propres données. Pour créer l'Akaviz, nous avons eu besoin de sponsors et cela nous a amené à créer l'association Toulouse DataVis. En complément des rencontres et des Akaviz, nous proposons de nouvelles activités autour de la découverte de la DataVis auprès des collèges à travers le parcours laïque et citoyen du conseil départemental de la Haute-Garonne et en nous associant avec des écoles de codage informatique. Enfin, nous avons créé un club pour rassembler les plus motivés d'entre nous avec l'objectif de favoriser les échanges et les opportunités de projet autour de la DataVis. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site très complet toulouse-datavis.fr. Sans nos sponsors, nous n'aurions pas pu développer l'association et créer l'Akaviz et nous tenions vraiment à les remercier. Nous remercions tout d'abord la société CleverEdge, qui est une entreprise de services numériques d'environ 300 personnes, dont 80 à Toulouse. CleverEdge réalise des applications et maîtrise l'ensemble de la chaîne numérique. CleverEdge a un grand savoir-faire sur les référentiels de données d'entreprise et les architectures qui permettent de les exploiter. Nous remercions la société Scoring, qui est l'éditeur du tableau de bord Score for Software Analytics, qui est un outil d'analyse décisionnelle qui permet d'optimiser la qualité et la performance des développements logiciels. Depuis son rachat par le groupe Vector, Scoring accélère sa croissance, notamment dans le domaine du data management et de la data visualisation. Nous remercions le conseil départemental de la Haute-Garonne, qui est la première institution territoriale à nous avoir fait confiance et qui, entre autres, nous a ouvert en grand la salle du pavillon République pour accueillir nos événements à Cavise. Nous remercions la société Machina Corpus de Toulouse, qui développe des applications métiers innovantes, qui mobilisent de la cartographie, de l'intelligence artificielle, du traitement de données et de la data visualisation. Machina Corpus est aussi bien connu pour son expertise en logiciel libre. Et bien sûr, nous remercions l'espace de coworking Étincelle qui accueille nos rencontres Meetup depuis bientôt 5 ans. Nous remercions le comité régional du tourisme d'Occitanie qui nous a fourni les données de base pour cette académie. Et enfin, nous nous permettons de citer Perceptive.fr et DataSense qui sont les 2 sociétés créées par les 2 Alains de l'association. Mais c'est surtout grâce à de belles rencontres que ces sponsorings ont pu se concrétiser. Et toute l'équipe de Toulouse DataVis voudrait remercier tout particulièrement Christophe Lebeau de CleverEdge, Patrick Sardin de Scoring, Thierry Martin du CD31, Jean-Pierre Oliva de Machina Corpus, Sébastien Ordeau d'Étincelle et enfin Dominique Tillet du CRT. Merci Alain. Je passe la parole à Christophe qui va nous rappeler qu'est-ce que c'est que l'Akaviz, comment ça marche, d'où ça vient, sa vie
son œuvre. À toi, Christophe. Qu'est-ce qu'un hack à vise? C'est un concept en fait que nous avons inventé avec le Toulouse DataVis il y a 3 ans afin de soutenir l'exploitation et la visualisation de données ouvertes sous la forme d'un concours. Le terme dont nous sommes très fiers vient de la contraction hack vise, littéralement bricoler une visualisation. Oui, on n'avait pas encore bu lorsqu'on a inventé le terme. Depuis, ce terme a un peu essaimé et on a vu un hack à vise se dérouler vers Poitiers. Il s'agit donc de ce concours de visualisation qui a donné tant de mal à nos candidats qui planchent depuis 10 jours sur un jeu de données collecté, assemblé et nettoyé par nos soins. En fait, c'est surtout par mes collègues Anne Ottenheimer et Aurore Archimbault. Moi, je ne fais que dire ce que c'est qu'un hack à vise. La première édition portait sur un jeu de données des communes d'Occitanie, regroupant des informations aussi diverses que la taille de la population, le résultat des élections ou encore le nombre de boulangeries ou l'altitude moyenne minimale, maximale. Bref, des tas de choses sur les communes qui avaient été particulièrement intéressantes parce que on avait vraiment beaucoup d'informations pour chaque commune. L'ensemble des 15 contributions figurent sur notre site web et c'est vraiment très intéressant d'aller voir 15 regards différents sur un même jeu de données. En fait, il avait 32 regards puisqu'il y avait pas mal d'équipes. Edith Molandi avait remporté le Grand Prix avant de rejoindre le Toulouse DataVis quelques mois plus tard. En 2019, nous avons frappé un peu plus fort en proposant un jeu de données plus complexe, portant cette fois-ci sur les déplacements domicile-travail en Occitanie, sur des flux donc. Là encore, une belle réussite avec 24 contributions de très bon niveau et très diversifiées, qui nous valurent l'intérêt du monde de la DataVis, y compris du monde de la recherche, très intéressé par ces problématiques de représentation des flux. Cette année, vous le savez, le thème était le tourisme dans la région Occitanie, avec des données sur la présence et l'origine des touristes, jour par jour, département par département, sur l'année 2018. Malgré la situation un petit peu inhabituelle à laquelle nous sommes tous confrontés, vous êtes nombreux, encore plus nombreux que l'année dernière, à avoir joué le jeu. Bravo à tous d'avoir pu participer. Toutes les contributions sont sur le site. Merci encore d'avoir joué le jeu. Cet hack à vise est très important pour nous. C'est l'essence même de notre association. C'est l'essence même de l'ensemble de nos meet-up. C'est grâce à l'ensemble de vos contributions que nous sommes ravis de pouvoir faire cette célébration ce soir. Merci Christophe. Donc, les données, il faut bien sûr, ça a été l'entrée de le travail qu'ont fait les candidats. Et pour ceux qui n'y ont pas plongé dedans, Alain va nous expliquer qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces données et comment elles ont été fabriquées. Eh bien, parlons un peu des données. Nous vous avions annoncé un jeu de données exceptionnel et vous avez pu découvrir des données inédites sur le tourisme en Occitanie en 2018. Mais de quoi est constitué ce jeu de données? Les données principales nous renseignent sur le nombre de nuitées passées par les touristes chaque jour dans chaque département d'Occitanie tout au long de l'année 2018. Mais comment obtient-on de telles données? Eh bien, grâce au téléphone mobile. Par principe, les mobiles sont en permanence connectés à des milliers d'antennes que l'opérateur téléphonique a mis en place sur le territoire. Si l'utilisateur se déplace, son mobile se connectera sur l'antenne la plus proche de lui. L'opérateur qui connaît la position de toutes ces antennes peut donc localiser tous ses clients, mais avec une précision qui dépend de la densité du réseau d'antennes. Cette précision est bien moins bonne qu'une localisation GPS, mais néanmoins largement suffisante pour savoir, par exemple, dans quel département l'utilisateur se trouve et s'il est resté la nuit à cet endroit. À partir de ces données, l'opérateur les analyse et effectue des calculs pour déterminer, par exemple, qui doit être considéré comme un touriste ou pas. Et il doit aussi faire des extrapolations pour tenir compte des autres réseaux téléphoniques dont il ne connaît en fait que les parts de marché. Les valeurs fournies sont donc des valeurs statistiques calculées par l'opérateur suivant un modèle très élaboré.
Les acteurs du tourisme sont aussi impliqués dans la démarche et toutes les données nous ont été fournies par le comité régional du tourisme d'Occitanie qui les utilise pour ses propres besoins d'analyse. Ainsi, pour tous les jours de l'année 2018 et pour chacun des 13 départements de l'Occitanie, nous savons, jour après jour, combien de touristes y ont dormi, de quel département, pays, groupe de pays ils viennent. Au total, nous obtenons un fichier d'un demi-million de lignes. À chacune de ces lignes, nous avons ajouté des données complémentaires. Tout d'abord, des données météo dans le département, avec la température maximum du jour et une valeur qualitative sur l'appréciation de la météo, entre très défavorable et idéal. Nous avons aussi ajouté le nombre de fêtes et manifestations majeures qui ont eu lieu chaque jour dans les départements. À partir de ce premier fichier, nous en avons ensuite produit un plus simple qui regroupe pour chaque jour de l'année le nombre total de nuitées pour chaque département. Nous avons ensuite créé un fichier dans lequel nous avons regroupé les nuitées par semaine pour chaque département, en ajoutant les capacités d'hébergement des 4 types de structures. Hébergement collectif, hébergement locatif, hébergement de plein air ou camping, et enfin hébergement hôtelier. Toutes les données touristiques proviennent de la base de données du Comité régional du tourisme d'Occitanie. Cette base est en permanence en évolution et peut, suivant les lieux, être plus ou moins précise. On constate par exemple que des hébergements ne sont pas identifiés ou mal identifiés en ne renseignant pas leur capacité, et on ne peut donc pas les comptabiliser. Les jeux de données de l'Acavise 2020 ont été construits en nettoyant et consolidant au total 26 fichiers de données nuitées, 13 fichiers de données météo, un fichier de données zones de vacances, un fichier de données touristiques et enfin un fichier de données fêtes et manifestations. Nous avons effectué ce travail en développant des scripts en Python. C'est donc avec ce jeu de données très riche que les participants de l'Acavise ont pu raconter une histoire avec leur graphique. Merci Alain. Donc, l'association, l'Acavise, les données, il nous reste à vous dire des choses sur le jury. Et c'est Aurore qui va nous dire, nous raconter comment ça s'est passé en tant que présidente du jury. Bonsoir à tous, je suis vraiment très heureuse de pouvoir intervenir ce soir pour cette remise des prix exceptionnelle de l'Acavise 2020. Moi je suis Aurore Chimbaud, une data scientist statisticienne chez Hippon Innovation, une société de prestations statistiques basée sur Toulouse. Et je suis également membre du TDV depuis quelques mois maintenant. Et ce soir, je suis là en tant que présidente du jury de l'édition 2020 de l'Acavise. Et j'en suis vraiment très heureuse. Et c'est pour ça que je voudrais remercier les organisateurs du TDV qui m'ont donné toute confiance pour remplir ce rôle. Alors, d'abord merci à Alain, qui est un ancien ingénieur qui a monté sa société Perceptible, qui est spécialisée dans les tableaux de bord. Il y a aussi Christophe, qui est statisticien économètre à la TSE pour l'INRAE, qui est très connu pour ses communications sur comment mentir avec des graphiques, ou mieux, comment ne pas mentir quand on maîtrise les règles de la data visualisation. Et ensuite, on a aussi Alain, qui est un ancien ingénieur qui a monté sa société DataSense, qui a pour but de faire parler nos données. Et enfin, je voudrais également remercier Julie Vallée, qui est une chargée de recherche au CNRS en géographie au laboratoire Géographicité, qui a accepté de nous rejoindre dans ce jury pour cette édition 2020. Pour information, elle est aussi responsable du Mobiliscope. Je vous invite à aller voir cet outil qui est libre et gratuit en ligne sur Internet et qui permet de visualiser l'évolution des populations dans les villes, ainsi que la mixité sociale. Encore une fois, merci à tous les membres de ce jury. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est un jury très diversifié,
ce qui a amené à des discussions lors des délibérations très intéressantes, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Encore merci à tous. En ce qui concerne le processus d'évaluation, il s'est déroulé en 2 phases. Chaque contribution a été envoyée à 2 membres du jury de manière aléatoire. Chaque membre a pu se faire sa propre opinion des contributions de manière complètement indépendante, et ce n'est que dans un second temps que nous nous sommes réunis mardi en fin d'après-midi afin de discuter de toutes vos contributions. Bien sûr, il a été très difficile de se mettre d'accord et nous avons passé 6 heures à délibérer, mais entre autres, nous avons bien sûr gardé la pertinence des visualisations, mais également la concision, parce qu'il est important de faire passer des messages, mais de manière concise. Est-ce que ce message était vrai? Parce qu'il ne faut pas mentir avec les données, il ne faut pas faire mentir les données. Et est-ce que les graphiques, la visualisation, respectaient-elles toutes les bonnes pratiques? Et pour finir, quelques statistiques. On a eu 70 participants, 37 contributions soumises, 17 en équipe, 20 en solo, majoritairement des Occitans, mais pas que. Donc un grand merci à vous tous, merci de votre soutien, et nous, on vous prépare la prochaine édition. Merci Aurore. Alors, c'est maintenant le moment, la partie de l'événement qui va consister à remettre les prix. Comme ça se fait souvent, nous allons commencer en sens inverse. Et nous allons commencer par un premier prix que je vais annoncer sous la forme d'un générique. Le prix de l'histoire. Alors quelques mots quand même sur le prix de l'histoire. Présenter les données sous une forme d'une bonne histoire, c'est le plus sûr moyen de 1. Capter l'attention et 2. De rendre les informations mémorables. Bien entendu, une histoire ne peut pas être exhaustive, elle ne peut pas tout présenter. Tout l'art consiste à prendre un fil et le dérouler entre le début et sa fin. Persistance du point de vue et cohérence des visualisations sont les maîtres mots pour le prix de l'histoire. Nous allons maintenant rejoindre Christophe, qui va annoncer qui a gagné le prix de l'histoire. Christophe, bonjour. Bonsoir à tous, je pense qu'on est en ligne. J'espère. Bonsoir à tous, j'espère que vous nous recevez bien. J'ai la chance de pouvoir remettre virtuellement ce prix de l'histoire à Christophe Loy. J'espère que je prononce bien ton prénom et ton nom surtout, Christophe. Ouais, c'est bon. Alors en fait, je le remets à toi, mais si je comprends bien, vous y étiez 3. Il y a également Frédéric Sicot et Atem Hassan qui ont contribué avec toi à cette belle réalisation que je vais montrer en partageant mon écran tout de suite. Mais j'ai quand même te poser une petite question. Tu es où? Parce que nous avons eu des candidats d'un peu partout en France, même si la majorité est d'Occitanie, comme l'a rappelé Aurore. Tu viens d'où? Toulouse. Je travaille à Toulouse. D'accord. Un local. Et donc, comme outil, on en parlera tout à l'heure, mais tu as utilisé Python et D3, et ça fait partie des choses qu'on aime bien, puisqu'il y a eu pas mal de meet-up sur ces outils-là. Alors, pendant que je lance la réalisation, la question est de savoir quand même qu'est-ce qui t'a donné cette idée qu'est-ce qui vous a donné, cette idée de faire ces fils là. Ça, j'espère que
Alors ça, c'est Athème à 100% qui s'est occupé de la DataVis. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on, vu que c'est régional, vu qu'il y a beaucoup de pays, il faut qu'on fasse quelque chose avec des flux. Et du coup, Athème, il est parti sur la génération de traits comme ça, arqués, qui sont très jolis et avec des largeurs différentes pour donner des idées de volume. Et au départ, on savait qu'on voulait faire une carte. On savait pas ce qu'on allait mettre comme histoire dedans, donc on a un peu galéré. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Et à la fin, on est parti sur cette saisonnalité. Et alors c'est assez rigolo parce que en fait vous avez traité vraiment une seule histoire, vous êtes intéressé qu'au tourisme des personnes venant hors de France. Donc c'est une histoire qui se lit linéairement, on s'intéresse aux touristes hors de France par saison, on va du début à la fin, c'est une histoire simple mais avec une visualisation qui est en adéquation avec votre histoire. Mais pourquoi cela en particulier? On était parti sur plein d'axes différents, il y avait vraiment plein d'histoires à raconter, on n'arrivait pas à se décider sur une histoire en particulier. Et à la fin, on s'est dit, bon, celle qui nous paraît la plus simple à mettre en place, parce qu'on a quand même soumis un petit peu au dernier moment, il a fallu qu'on synthétise, et on s'est dit, bon, on va partir sur les étrangers, parce que si on commence à partir sur la France et l'Occitanie, est-ce qu'on découpe la France et l'Occitanie, est-ce qu'on découpe par région de vacances? Et ça commençait à devenir un peu complexe à représenter quelque chose d'assez joli au niveau graphique. Donc on s'est dit, bon, les pays, c'est en plus, il y avait quand même des petites différences. Donc c'était une base intéressante. D'accord. Eh ben, nous, on a trouvé que ça méritait le prix de l'histoire. Donc ce prix qui raconte, comme tu l'as dit, une histoire assez linéaire. Un tout petit mot sur les données, peut-être? Ouais, beaucoup de données. On a essayé d'enrichir un peu, pour typer un peu les événements, pour essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose qui ressortait par rapport à la typologie de l'événement, si c'était des événements sportifs, de nature ou de la gastronomie. Et en fait, on s'est cassé les dents là-dessus. Il y avait vraiment... Oui, en plus, ça c'est interdit. En plus, c'était interdit par le règlement d'enrichir les jeux de données. En plus, donc tu as bien fait. Voilà. Vous avez bien fait. Ouais, parce que ça me demandait pas mal de temps de parcourir ces 200 événements pour les rattacher à un truc. Et donc, ouais, c'était... Il y avait pas mal de choses intéressantes à sortir, mais on n'arrivait pas à les lier entre elles. Typiquement, il y avait le fait qu'il y avait une overcapacité. Ça, on a remarqué ça, que par rapport au nombre de couchages offerts et le nombre de personnes qui venaient, il y avait une grosse différence dans certaines régions. Et on s'est dit, on va partir là-dessus, puis après, on s'est retrouvé à court de choses à raconter, donc on s'est dit, bon, tant pis pour cette voie-là, même si elle était intéressante, au niveau data, niveau vis, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, D'accord. Bon, ben, écoute, bravo, c'était ta première participation au Cavis. Ouais. Enfin, c'était votre première participation. Ouais. Alors, avec un petit peu de chance, je vais te montrer ce que vous avez gagné. Ça doit être cette chose-là. Tu vas voir, on va le mettre en plein écran. Voilà, vous avez gagné cette chose-là. C'est-à-dire, évidemment, un petit trophée et 2 livres. On va rajouter un 3e puisque vous êtes 3. Mais j'espère que ces choses-là vous feront plaisir. Il y a du français, il y a de l'anglais. On espère que ça vous permettra de... on essaiera de le faire parvenir avant de sortir tous. Hein. Les livres, c'est maintenant qu'on les lit, mais on promet rien. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Bravo à vous. Aussi, merci beaucoup. On est très contents, et puis, bonne fin de soirée à regarder la suite des visualisations. Elles sont toutes sur le site web et tu verras qu'il y a des choses très bien aussi. Bravo et à bientôt. Bonne soirée. Mieux, non? 5 sur 5. Allez, première partie. Le prix de la pertinence. La pertinence qui est appropriée à son objet, qui est justifiée
qui manifeste de la compétence. Voici quelques définitions de la pertinence. Alors, que signifie un prix de la pertinence en DataVis? C'est par exemple le point de vue qui révèle une vérité cachée. C'est le truc intéressant au-dessus de l'information redondante et monotone. C'est le droit au but qui fait dire à celui qui l'écoute « Ah oui, c'est ça, exactement ça ». Du point de vue de l'ACAVIS, le prix de la pertinence est attribué à la contribution qui fait découvrir le plus de vérité cachée dans les données. Vous allez me dire, mais alors, si c'est tellement bien, pourquoi pas le premier prix, si c'est aussi intéressant? Eh bien, c'est très simple. Les critères de jugement récompensent une belle histoire racontée de manière concise, et c'est pas la même chose que d'être pertinent. Enfin, c'est enfin le moyen pour le jury d'attirer l'attention sur une contribution très intéressante qu'il est recommandé d'examiner, même si elle ne répond pas à tous les critères du concours. Donc, on va joindre Christophe, qui va remettre ce prix. Rebonjour Christophe. Et nous sommes normalement en direct avec Simon. Bonsoir Simon, merci d'être avec nous. Bonsoir. En direct ce soir. Alors, félicitations. Tu viens de gagner le prix de la pertinence du ACAVIS 2020. Alors, pourquoi la pertinence? Alain vient d'expliquer. C'est un discours extrêmement long, extrêmement fouillé, extrêmement précis que tu nous as fourni là et on t'en remercie. J'encourage vivement tous les gens qui ont une demi-heure à perdre ou à gagner à aller voir ta visualisation. Elle est extrêmement fouillée. Je vais d'ailleurs lancer une petite vidéo pour que pendant que nous parlons, on puisse voir ton travail. Simon, d'abord, première question, tu es où? Parce que on aime bien savoir où sont les gens. Moi, je suis à Toulouse, en fait. J'habite et je travaille à Toulouse. D'accord, et là, tu as utilisé Tableau pour faire cette visualisation plutôt à fond. Oui, Tableau, j'utilise dans mon travail aujourd'hui, actuellement. Et je participe aussi au concours Tableau, qui est des concours européens et internationaux, donc j'aime bien ça. Et j'ai découvert il y a assez récemment le ACAVIS avec Toulouse ACAVIS. Donc voilà, c'est la première fois que je participe au concours et je suis très content d'avoir gagné ce prix. Eh ben écoute, j'espère que tu auras l'occasion de venir nous faire un petit saut lors d'un prochain meet-up que nous pourrons faire à la rentrée. Tu as exploré absolument toutes les dimensions des données, donc j'aimerais vraiment toi t'interroger plus particulièrement sur les données elles-mêmes, les questions que tu as posées, comment tu as abordé ça. Il y avait quand même une masse d'informations. Et puis peut-être nous donner un volume de temps que tu as passé. Alors, pour volume de temps, le confinement aide beaucoup à avoir du temps pour travailler sur ce genre de concours. J'ai pas calculé, mais je pense une quinzaine d'heures, je pense que j'ai passé là-dessus, à peu près. Et après, sur le processus d'exploration des données et d'analyse, c'est vrai que moi j'aime bien partir un peu dans tous les sens, donc j'ai fait beaucoup de traitements vraiment à la volée pour identifier les axes intéressants. Et j'avais beaucoup de choses en fait, et ensuite j'ai réduit et j'ai essayé de construire quelque chose de plus intéressant et plus linéaire avec toutes les analyses que j'ai faites. Mais en fait, là il y en a beaucoup qui sont présentés au concours, mais j'en avais encore plus en fait que j'avais fait initialement. Ah mais tu en avais effectivement plus que ce qui était normalement autorisé, d'ailleurs ça t'a un petit peu desservi parce qu'il y a énormément de choses. Si tu en avais encore plus, je pense que ça doit être aussi intéressant. C'est toujours difficile de synthétiser et d'avoir ça. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué toi sur ces données? Qu'est-ce que tu as appris en fait de ces données? J'espère que cela ne vient pas de moi. Non, pendant ce temps-là, vous pouvez toujours voir la vidéo qui déroule. Alors, on a eu quelques petits soucis pendant ce concours, c'est que
le serveur Tableau a planté pendant plusieurs jours. Et nous avons définitivement perdu Simon. Alors j'espère qu'il va essayer de se reconnecter. Donc oui, le serveur Tableau a planté, ce qui a rendu difficile pour nous l'exploration de nombreuses contributions qui ont été faites avec Tableau. Mais bon voilà, on y est arrivé, on a réussi à voir quelque chose. Alors je ne sais pas si Simon va réussir à nous rejoindre. En attendant, je vais lui mettre à l'écran ce qu'il a gagné. Il a gagné 2 excellents livres que je recommande, la traduction du livre de Nathan Yo en français, ainsi que le tout récent livre d'Alberto Quero, How Charts Lies. Je suppose que dans l'assistance, il y a pas mal de gens qui connaissent ce livre et qui apprécient Alberto Quero, quand même data journaliste très connu dans le monde DataVis. Absolument. Je n'arrive pas à rejoindre Simon. Si, le voilà, il est là de nouveau. Simon, je montre à l'écran Oui, ce que tu as gagné. d'accord. Voilà. On t'en enverra très prochainement. Bah, merci beaucoup. J'en ai acté à comment tu as choisi tes outils. Tu ne fais que du tableau ou... Je fais pratiquement effectivement que du tableau, un peu de tableau prep qui est en fait l'outil en amont pour préparer la donnée, mais essentiellement du tableau. Ouais. Et je ne suis pas intéressé aujourd'hui à d'autres technologies, mais c'est intéressant ce genre de concours parce qu'on voit qu'il y a un éventail de technologies très intéressantes à utiliser. Il y a pas mal de graphiques qui sont assez originaux, notamment ce qu'on voit à l'écran, les matrices de 2, là. C'est des choses, des idées que tu as eues en regardant d'autres visualisations? Oui. Alors, en fait, il y a un site sur les tableaux publics où les gens publient leur DataVis, et c'est vrai qu'il y a énormément d'inspiration à ce niveau-là, donc je suis assez régulièrement. Et c'est toujours très intéressant de trouver des nouvelles façons de représenter la donnée. Donc j'essaye de les utiliser quand c'est pertinent là, dans les concours. D'accord. Eh ben, écoute, vu la nature de la connexion, on est content d'avoir pu discuter avec toi. Oui, pareil. Et on te souhaite une bonne soirée pour la suite du palmarès et encore bravo pour ce prix. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci Christophe. On va passer maintenant au prix spécial. Ça commence à devenir dans la shortlist, qu'on va dire. Et voici la bande-annonce du prix spécial. Fidèle au Hackavist Party du passé et à l'esprit de nos meet-up où nous parlons de tout, j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui un sujet particulièrement important pour la DataVis, la couleur, ou plutôt les couleurs. D'abord, combien y a-t-il de couleurs? Les gens ne sont jamais d'accord sur ce sujet et cela n'est pas nouveau. Aristote en comptait 4, nous en comptons 7 dans l'arc-en-ciel, Newton en a trouvé 6 lorsqu'il a fait sa diffraction de la lumière, puis finalement il a ajouté une 7e parce que le nombre 7 était quand même un peu à la mode à ce moment-là. L'historien de la couleur, Michel Pastoureau, n'en démord pas, il n'y en a que 6. Alors au fond, peu importe, même si chacune des couleurs de référence a connu des tourments, elles font appel à une symbolique assez riche. Alors on pourrait passer des heures à parler de la couleur. Enfin, moi, vous savez, je peux passer des heures à parler de n'importe quoi, mais en particulier de la couleur. Mais pourquoi associer des couleurs à des symboles et les intégrer si fortement dans notre vocabulaire? Eh bien, faisons une petite expérience. Essayez de prononcer à voix haute la couleur des mots que je vous montre ici. Alors, je vais vous les montrer aussi là, parce que sur ce petit sac, vous n'allez pas bien voir. Mais si vous lisez à haute voix ces couleurs, vous allez avoir du mal, en fait, à prononcer les mots sans vous tromper, parce que la couleur des mots ne correspond pas à ce qui est représenté. Il se trouve que le vocabulaire et les couleurs sont assez liés et que certaines différences de vocabulaire reflètent des perceptions différentes. On a tendance à prononcer certaines couleurs alors que nous les voyons différemment. Par exemple, les feux tricolores
sont rouges, orange et vert. C'est ainsi qu'on dit, hein, on est passé à l'orange. Il n'est pas orange, hein. Si vous regardez la prochaine fois que vous aurez l'occasion de sortir, bientôt je l'espère, le feu intermédiaire, il est jaune. Il n'est pas orange, mais culturellement, nous le nommons ainsi. C'est curieux, non? Autre curiosité, les Russes ont deux mots pour le bleu. L'un pour le bleu, et l'autre que nous nommerions bleu clair. Je ne vais pas vous les prononcer, je ne parle pas russe. Qu'est-ce que cela change sur notre appréciation des couleurs? C'est un peu particulier. Le rose n'existe chez nous, alors que c'est finalement qu'un rouge très clair. Nous avons décidé de le nommer rose. Nous en avons décidé ainsi collectivement, dans notre vocabulaire. Alors en 1999, une équipe de chercheurs est partie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la tribu des Bérimons. Et ils ont été réaliser une expérience bien étrange. Elle est allée tester si le découpage des couleurs pouvait être différent entre des occidentaux et d'autres cultures comme celle des Bérimons. Alors par exemple, lorsqu'on prend une palette comme celle-ci, qui est une palette de couleurs, et que nous essayons de tracer des limites pour savoir ce que nous appelons bleu, vert, jaune, rouge, cela donne pour la plupart des occidentaux ceci. Et bien chez les Bérimons, ça ne donne pas du tout cela. Ça donne quelque chose de très différent avec des découpages très différents. Le mot nol, par exemple, couvre l'essentiel de la palette, il va du bleu, vert jusqu'au violet. D'autres mots différencient des nuances et des couleurs que nous nommons dans plusieurs catégories ou les différencient au sein d'une même catégorie. Alors les chercheurs ont pensé qu'il s'agissait de différences physiologiques dans les bâtonnets que nous avons dans les yeux, mais ce n'est pas le cas. En fait, il semble que les Bérimaux n'ont pas les mêmes références et pas les mêmes priorités et que la différence est purement culturelle. Un peu comme les Esquimaux qui ont énormément de mots pour ce que nous appelons génériquement la nuit. Alors en DataVis, nous utilisons des palettes, des dégradés, des nuances, des couleurs plus ou moins consensuelles, d'autres pour attirer l'œil. Nous distinguons les teintes, de la luminosité, puisque nous savons que cet objet que nous nommons couleur est un objet beaucoup plus complexe. N'oublions pas d'aller puiser dans notre imaginaire, dans les tableaux, comme le fait très bien Laurent Gégou par exemple, dont vous avez le site ici. Utilisons toute notre imagination pour créer de nouvelles couleurs. Si c'est possible, on peut encore déposer des noms de nouvelles couleurs et inventer des couleurs. Les gens l'ont fait assez récemment. Je vous invite donc, et ce fut le cas lors de cet Akavis, nous avons eu énormément de contributions avec de très très beaux rendus de couleurs, mais je vous invite tous, lorsque vous faites une visualisation, à ne pas tomber dans la monotonie, aux deux sens du terme. Nous pourrions broyer du noir à vous regarder. Allez, je vais rejoindre Christophe, qui est, j'espère, en mesure d'accompagner, de nous présenter le ou la gagnante. Bonsoir, je suis avec Nolwenn Lanuel qui vient de remporter le prix spécial du jury. Bonsoir Nolwenn. Bonsoir. Eh bien, bravo. J'ai l'impression qu'on t'a déjà vu quelque part. Ben, l'année dernière, pour le même prix, donc rebelote. C'est très gentil, merci. Cette fois-ci, la thématique et les outils ont changé. Alors, tu es à Niort, hein, c'est ça, hein, et j'ai envie de te poser la première question. On en a un tout petit peu parlé. Je vais lancer pendant ce temps-là la vidéo avec ta présentation, mais pour ceux qui ont pu la regarder, donc c'est une visualisation statique, donc il y a le mérite de devoir raconter sans faire rien bouger, sans qu'on soit obligé de cliquer partout. C'est très bien raconté et on suit un fil en 3 pages, donc ce qui est exactement dans le règlement. La première question que j'ai envie de te poser, c'est il y a un thermomètre à la fin. Alors je sais qu'en ce moment tu es un peu malade, mais je pense pas que ce soit cette obsession-là. D'où te vient ce thermomètre? Et je vais lancer la vidéo en fait. En fait, le thermomètre, hyper compliqué. C'est la partie où ça m'a pris le plus de temps de trouver la façon de montrer les informations que je voulais montrer. On était parti sur la saisonnalité, c'était sûr. On a cherché par rapport de façon temporelle et c'était pas forcément parlant. Et ensuite, en bloquant avec les températures, ça se voyait un peu mieux.
Et comme sur toute la database, il y a déjà beaucoup de cartos, je me suis dit, il faut absolument changer la façon dont c'est présenté et essayer de faire parler en plus que la carte. Et donc, il y a eu les couleurs et après, bleu, rouge, forcément. Le thermomètre est venu naturellement. Après, comment le présenter? Est-ce qu'il fallait faire de droite à gauche ou de haut en bas? C'était un petit peu... voilà, j'ai fait plusieurs expérimentations et puis finalement, celle-ci était pas mal. Donc voilà. Il y a une autre petite courbe qui est en deuxième position sur le fort impact saisonnier sur toute la région. Tu as eu l'idée ou vous avez eu l'idée d'ailleurs, parce que tu t'es présenté sous le nom de l'équipe Nola Seki. Je travaille avec Sébastien comme l'an dernier. Bon, cette année, il n'a pas trop eu l'occasion de beaucoup s'investir sur le projet parce que Covid oblige, il a un enfant à la maison, donc voilà. Mais on a quand même échangé sur des idées et comment faire, et il a validé tout ce que je faisais. Donc ça reste un travail d'équipe quand même. Et donc il y a un petit graphique qui est tout bête, mais qui montre le taux de remplissage en Occitanie par rapport au focus que tu as fait sur l'Hérault. Ouais. Et ça c'est pareil, c'est ton exploration des données, tu as fouillé des données, tu as dit c'est une question à traiter, c'est une question qu'on n'a pas vu traiter ailleurs par exemple. En fait, on voulait aborder ce point-là sur la capacité d'hébergement. C'était un peu compliqué avec la nature des données, étant donné que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui l'a dit à la présentation. Il y a parfois plus de consommation des nuitées que de capacité d'accueil. Donc, on ne savait pas comment faire pour montrer de façon fiable, on va dire. Donc, ce qu'on a fait pour essayer d'enlever ce biais, c'était de faire une base 100 sur du coup le plus fort ratio. Il devait être à 127, je crois, 127%. Et on a dit que c'était le 100 de la base 100 et on a rapporté tout le reste à ce maximum-là. D'accord, donc ça, Alain en parlera sûrement à la fin, mais il y a des gens qui ne dorment pas forcément, qui vont chez des amis et qui sont quand même des touristes. Oui. Et donc, il peut dépasser à un certain moment. Et je pense que nous sommes un petit peu en retard, je bavarderai bien des heures. On espère qu'on pourra te voir lors d'un meet-up un jour, quitte à faire un meet-up à distance, puisque maintenant on commence à maîtriser plein d'outils. Je vais quand même te montrer ce que tu as gagné. Enfin, je vais essayer de te montrer ce que tu as gagné. Non, je n'arrive pas à le montrer parce que j'ai fait une bêtise, mais voilà, je te le montre. Un trophée qui pourra venir compléter le deuxième trophée de l'année dernière, ainsi que 2 livres, puisque ça tombe bien, vous avez travaillé à 2. Il y en a un qui est vraiment un truc à lire absolument par tout le monde, Factfulness, en français, le livre de Hans Rosling, et un livre un peu vieux, en fait, qui reprend des visualisations faites au début du stock. Donc voilà. On espère que ça vous permettra à tous les deux de passer cette période un peu mieux. Encore bravo, encore merci d'avoir participé ce soir et d'avoir participé au Wakabi. Et à l'an prochain, au plus tard. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'organiser tous les ans cet événement. On participera l'année prochaine avec plaisir également. Merci beaucoup. Merci. Alors, on me dit dans mon oreillette que la régie nous a fait sauter un prix. En fait, ce qui s'est passé, c'est dans les bobines se sont échangées et la bande-annonce du deuxième prix est partie avant. On vient de remettre le prix spécial du jury. Donc, je vais vous remettre la bande-annonce du deuxième prix. Après tout, vous l'avez peut-être pas bien vu. Il y en avait peut-être qui dormaient. Donc, la revoici. Depuis qu'il faut mettre le micro. Voilà, c'est beaucoup mieux avec le micro. Donc, on arrive au deuxième prix. Et je vais parler d'un sujet qui est celui de l'interactivité. On a souvent en image la visualisation de données comme étant un poster statique dans un journal ou sur une affiche.
Et dans les cours que je donne depuis maintenant une dizaine d'années sur la visualisation de données, j'aime bien présenter à mes élèves des schémas qu'on voit tous les jours et leur expliquer pourquoi ils devraient se choquer par rapport à ces schémas. Donc, combien d'exemples où les données sont déformées, où le message est trompé. Donc, il y a de multiples exemples. Les diagrammes trop chargés, les camemberts avec trop de tranches, la 3D qui, en fait, fausse les perspectives et qui ne permet pas d'apprécier vraiment les différentes données. Mais en fait, les gens ressortent de ces séances de formation en se disant « Ah oui, c'est vrai, j'aurais pas dû faire ce camembert en 3D. Ah oui, toutes ces courbes sur le même graphe, c'est vrai que c'est maladroit. Si c'était à refaire, je le referais. » Sauf que tout ça, c'est de la blague. Si ces visualisations de données, vous pouvez les rendre interactives, alors tout d'un coup, eh bien, le jugement négatif qu'on porte à certains affichages peut être revu. Par exemple, la 3D. Si vous êtes capable de tourner autour des objets, de les aligner par rapport à quelque chose, eh bien, vous pouvez regarder les différentes grandeurs en proportion. Si sur un diagramme embrouillé où il y a une dizaine de lignes qui se mélangent, si au passage de la souris, la ligne qui est sous le curseur se met en évidence et que le reste devient grisé, alors toutes les critiques que l'on pouvait faire à ce diagramme surchargé s'efface. Donc, en quelque sorte, dans le monde de la data vise, il y a les règles où les choses ne bougent pas et les règles où il y a de l'interactivité. Donc, tu as gagné le second prix. Et nous y voilà, Christophe. Merci beaucoup. Comme l'a dit, tu le verras, je ne sais pas si tu as entendu ce que disait Aurore à propos du jury. Christophe, tu es en direct live dans quelques instants. Mais c'est mérité que tu aies ce deuxième prix. Tu as fait vraiment un travail extraordinairement propre, précis, un petit peu long parce que par rapport à la règle, c'est un petit peu long. Mais voilà, moi on a trouvé original, on en parlera un petit peu en direct tout à l'heure. Tu es en direct, Christophe. Et nous sommes a priori en direct live. Ligne. Oui. Bonsoir Julien. Bonsoir. Julien, bravo pour ce deuxième prix du Hack-A-Viz 2020. Alors c'est ta première participation au Hack-A-Viz ? C'est la seconde, j'avais participé l'année dernière. Donc oui, c'est la seconde. Mais cette fois-ci, tu es primé et pour une très très belle réalisation que je vais lancer tout de suite. Alors, d'autant plus qu'elle est assez riche, bien qu'étant concise. Il y a pas mal d'éléments dans cette visualisation. Peut-être je vais t'interroger sur la toute première. Je vais revenir au début de la vidéo. Sur le premier plan, on voit la carte de France, d'où on extrait, en cliquant sur un département, on voit ces flux qui descendent sur l'Occitanie. Comment c'est venu cette idée ? Alors je vais la jouer un petit peu là, avec la vidéo, voilà. Comment c'est venu ça a déjà été un peu abordé, le fait, effectivement, on est en train de parler de flux, donc mixer un peu ces flux avec la cartographie, je trouve que ça ait du sens. Et le mettre dans cette logique-là, c'est parce que on a tous un peu la logique, enfin, on a tous, en tout cas, les gens qui viennent en vacances dans le sud ont souvent la logique de dire on descend dans le sud. Donc, j'avais envie de montrer cette logique de descente en Occitanie, en fait. D'accord, et c'est particulièrement réussi. Alors ensuite, tu as fait un certain nombre d'autres choses. Je laisse tout le monde, en fait, j'encourage tout le monde à aller sur le site. Alors, c'est du tableau aussi, mais c'est aussi, on espère que le serveur tableau va pas planter. Tu as fait aussi un Sankey chart pour montrer les deux vers qu'on voit actuellement à l'écran. Le deux vers. Ça semble simple une fois qu'on l'a fait, mais ça t'a semblé assez facile d'extraire tout ça, des données, de le représenter, de le mettre en forme pour que ça fasse un beau Sankey.
Alors, ça fait un beau sanglier parce que dans cette partie, effectivement, je me concentre uniquement à ce qui se passe dans la région. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus brouillon et ça aurait rendu quelque chose de moins parlant, on va dire, si j'étais resté sur l'intégralité du jeu de données. Donc effectivement, c'était aussi trouver un équilibre entre le fait de rendre quelque chose visuel et puis qu'on en tire une information intéressante. Oui, du coup, tu as structuré en fait ton histoire en fait en 3 points en te concentrant et ça t'a permis en fait en te concentrant d'avoir une fluidité, une simplicité peut-être supérieure. Supérieur, je sais pas, mais en tout cas, c'était effectivement l'effet recherché. Je me suis concentré uniquement sur ce qui se passait en métropole, en découpant hors région, dans la région, et puis ensuite en faisant une consolidation de tout ça pour voir la part en fait des personnes des Occitans dans ces flux touristiques. D'accord, bah écoute, je te félicite encore, je te remercie, je vais te montrer tout de suite ce que tu as gagné parce que tu n'as pas vu. Décidément, ça ne veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Tu as gagné des stations de base. Désolé, c'est pas du tout ça. C'est pas grave. En tout cas, moi c'est de livres. Merci, c'est très gentil. Et j'en profite du coup pour vous remercier pour l'organisation de ce concours qui est très sympathique à faire. Et puis je remercie le jury aussi pour ce prix. C'est très sympa. Eh bien, pour tout dire, on a passé 6 heures au total à délibérer. Alors évidemment, on n'a pas passé 6 heures sur les gagnants. Hein. On a examiné absolument toutes les contributions. Aurore l'a dit, mais voilà, on est très content d'avoir pu contribuer à faire émerger des travaux comme ceux que nous récompensons ce soir. Ainsi que tous les autres qui ont leur mérite aussi. Il y avait des belles pépites dans tous ceux qui sont pas récompensés ce soir. Merci beaucoup Julien, à très bientôt. On espère un jour pareil, te voir lors d'un de nos meet-up. Hein. On fera sûrement un meet-up spécial restitution Acabis, on espère le faire en live. En attendant, bonne soirée et puis bravo encore. Avec plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci Julien, merci Christophe. Alors, on arrive à l'instant que vous attendez tous. Eh bien, la nomination du Grand Prix, du premier prix de l'Acabis 2020. En tant que présidente du jury, j'ai le grand honneur de décerner le premier prix de l'Acabis 2020. Mais croyez-moi, vous départager n'a pas été une tâche aisée. Nous avons dû arbitrer entre des contributions superbes mais présentant 1 ou 2 défauts majeurs, et à l'inverse des contributions globalement moyennes, mais avec des pépites à l'intérieur. La règle de la concision, 2 pages maximum ou l'équivalent de 3 captures d'écran, n'a pas été respectée par tous. Nous nous sommes donc demandé que faire. Faut-il éliminer ces contributions pour non-respect de la règle? Ou évaluer les bonnes idées et pénaliser par un malus éventuellement la longueur excessive? Je vous le disais, la tâche n'a pas été aisée. Excusez-nous par avance pour notre subjectivité. Mais sachez que tous les membres du jury assument chacun des prix qui ont été décernés ce soir. Encore merci pour toutes vos contributions. Et le gagnant est Christophe. Bon, il semblerait qu'il y ait des problèmes de connexion avec notre gagnant. Ah! Bonsoir. Et nous vous envoyons tout d'abord, avant nos félicitations, nos prompts vœux de rétablissement. Merci. Mais je tiens quand même à vous adresser des félicitations. Vous avez gagné le premier prix. Merci beaucoup. Du Acabis 2020. Et c'est très mérité pour votre visualisation que vous avez appelée H2Go. Je le prononce bien. H2GO. H2GO. H2GO, ok. En anglais. Je vais la lancer tout de suite pour que
on voit un peu toutes les animations. Vous êtes où physiquement? On est sur Toulouse aussi. Ah, vous êtes aussi sur Toulouse, d'accord. Bon, bah alors, j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir. Parlez-nous un petit peu des idées qui vous ont animé et des outils que vous avez utilisés pour fabriquer ceci. On a vu que c'était Timothée qui soumettait, mais on a vu que c'était Olga qui avait fait tous les comics sur GitHub. On aimerait bien que vous nous parliez aussi de votre répartition des tâches. Mais d'abord, les idées. Bah en fait, c'était un jeu de données sur le tourisme. Et du coup, comme il était effectivement très très riche, donc il y avait, qu'on a trouvé donc qu'il avait les côtés température, pluie, touristes étrangers ou non, population, qui donnent des couleurs différentes vraiment à chaque département. Donc on a tout de suite, en étant vraiment fan de science-fiction et de Douglas Adams, on a pensé qu'on pourrait faire un petit Hitchhiker's Guide, un petit guide de voyageurs en fait, pour on se disait tiens si on fait ça sur un petit forme de jeu en fait, donc comme si c'était comme si les visiteurs du site en fait ils veulent visiter Occitanie et ben du coup ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils préfèrent. Est-ce qu'ils aiment quand il fait chaud? Est-ce qu'ils aiment quand il fait froid? Est-ce qu'ils aiment quand il y a beaucoup de touristes? Pas beaucoup de touristes. Et voilà, du coup, on a dit qu'on va partir sur ça. Oui, pour ceux qui n'ont pas vu la visualisation, allez-y, vous choisissez un certain nombre de critères, vous choisissez votre mois et vous savez dans quel département aller. Ça, c'est la première chose. Et si vous voulez vraiment quand même en plus être sûr de ce qui se passe, vous pouvez aller voir les données par ces courbes que l'on voit s'animer à l'heure actuelle, avec une transparence, donc qui est quelque chose qui est connu en DataVis. Vous avez un background en visualisation? On a tous les deux une formation très basée sur la donnée. On a tous les deux travaillé en astrophysique pendant pas mal de temps, donc avec tout ce qui va donc en sciences, donc beaucoup de visualisation de données. Pour ce qui est des visualisations de données web, c'est plus récent pour nous, c'est un peu notre première tentative de faire quelque chose comme ça, mais ouais, la visualisation n'est pas quelque chose qui est vraiment nouveau pour nous. D'accord. J'essaye de mettre à l'écran ce que vous avez gagné. Je vais essayer d'y arriver. Et puis on pourra continuer à chatter et à rester en contact puisque vous allez bientôt, j'espère, pouvoir venir nous parler un peu plus de vos réalisations. Donc, ça ne se voit pas sur la photo, mais c'est deux gros livres qui permettent vraiment d'assommer quelqu'un. Voilà, le Taschen a l'air tout petit, enfin, il a la même taille que les éléments d'Euclide. Il y en a un qui est long et lourd, et l'autre qui est étroit, vous verrez. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, on vous félicite de nouveau. On espère que ce jeu de données vous a bien plu. Vous avez passé combien de temps, juste peut-être pour finir, sur la réalisation? Beaucoup. Ouais. Je pense qu'on a essayé de calculer ça, mais moi j'ai dit que je pense que j'ai passé au moins 5 heures par jour, 8 jours. Ah ouais. Je pense que c'était pareil pour Tim, donc voilà. Ouais, on s'est bien amusé en tout cas. On a passé beaucoup de temps, puis sur des technologies, pas mal de web qu'on ne connaissait pas, donc pour le mettre en place. En fait, on est parti sur l'idée, on s'est dit que ça serait juste trop chouette de faire ça. On s'est dit, est-ce qu'on maîtrise tout? Non, pas vraiment, mais bon, l'idée est chouette, donc on se lance et voilà. Ouais, vous avez fait du D3, du V5, enfin vous avez fait plein de choses qui sont rigolotes, quoi. Ouais. Bon, mais super, on est un tout petit peu en retard par rapport à notre horaire, donc je vais vous laisser, sauf si vous avez d'autres choses à dire. Enfin, j'imagine que vous avez peut-être hâte de retourner vous coucher, mais sachez que ce prix est là pour vous aider à mieux vivre tout ça et puis aussi pour vous récompenser cet excellent travail. Je parle au nom du jury qui va parler juste après moi. On voudrait vraiment remercier les organisateurs d'avoir maintenu en fait cette cérémonie malgré le virus, d'avoir découvert Twitch et toutes ces petites installations. C'est vraiment génial. C'est vraiment trop chouette que vous faites ça et que ça nous fait réunir tous à ce moment un peu solitaire et c'est très chouette. Ça nous fait plaisir que vous disiez ça parce qu'on n'était pas sûr de nos choix et on a énormément travaillé pour cette soirée et pour que ce concours puisse continuer à vivre comme d'habitude, comme normalement. Donc merci beaucoup à vous. Merci.
À très bientôt, continuez la soirée sur Twitch et puis à très très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Alors, la soirée se termine. Nous allons passer la parole à notre président, qui va bien nous faire un... Eh bien, notre soirée de remise des prix s'achève, mais avant de se quitter, je voudrais remercier tout d'abord toute l'équipe Toulouse DataVis pour avoir réussi à maintenir ce concours malgré le contexte de confinement généralisé et surtout pour avoir réussi cette retransmission en direct malgré les quelques couacs que vous avez pu constater. Je voudrais aussi remercier tous les participants qui, je l'espère, ont pu apprécier cet exercice de DataVis unique qui permet de se tester et de se comparer aux autres avec un jeu de données à la fois riche et original. Je voudrais aussi féliciter tous les gagnants parce que le concours était particulièrement relevé cette année avec 37 contributions. Vous pourrez bien entendu retrouver toutes les présentations, les réalisations des participants sur le site toulouse-datavis.fr. Et je vous dis à bientôt. Ouais, alors attendez, parce que moi j'ai un peu raté mon truc. Ouais, je voulais remercier tous les participants, parce que j'espère qu'ils ont pu apprécier cet exercice de DataVis. Voilà, là c'est cafouilleux, là. Il est temps que ça se termine. Bon, en tout cas, on va lancer le générique de fin. En tout cas, bon, c'est un bel exercice pour se tester et puis pour se comparer aux autres. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'équivalents. Et puis, le jeu de données, d'après ce que nous ont dit les participants, était quand même original et riche. Donc, je crois que beaucoup de gens se sont amusés. Voilà. Puis, je voudrais aussi féliciter les gagnants parce que, l'air de rien, il y avait quand même 36 contributions et arriver à sortir du lot, c'est quand même un bel exploit. Donc, je voudrais quand même les remercier tous. Voilà. Et puis surtout, prenez du temps pour aller sur le site toulouse-datavis.fr. Vous avez les 36 contributions. Vous pouvez cliquer dessus, aller regarder un peu ce que les uns et les autres ont fait. Et puis, il y a possibilité aussi, à travers le chat sur Toulouse Datavis, de discuter et éventuellement de partager tout un tas de choses comme ça. Voilà. Et puis, voilà, je voulais vous remercier tous pour avoir suivi cette retransmission et je vous dis à très bientôt alors. Il faudrait remercier Julie qui nous suit à distance et qui a joué le jeu du jury. Et c'est un jeu un peu difficile, et surtout cette année, on avait beaucoup de bons candidats. Donc, petit coucou à Julie et à tous nos habitués des meet-up qui nous ont rejoints ce soir. J'envoie le générique de fin. Allez, générique de fin.